Abonnez-vous, abonnez-vous. Bonjour Nicolas Mirkovic, bienvenue. Bonjour Nicolas. Bienvenue, merci d'être à nouveau présent. On est content de cette récurrence avec Nicolas Mirkovic, qui préside l'association humanitaire Ouest-Est. Exactement. Voilà. Pas que humanitaire, hein. Notre objectif est de travailler sur une autre Europe. On a un volet humanitaire qui est peut-être celui qui est le plus connu, mais aussi on travaille sur justement des thèmes de conférences. Que pourrait être une autre Europe, certainement pas supranationale. Et aussi, on a un volet culturel. Comment mieux connaître les cultures européennes, déjà connaître sa propre culture et mieux faire connaître la culture. On a vraiment un puits de culture, des cultures parmi les plus anciennes du monde, très belles. Et on se fourvoie dans une espèce de sous-culture américaine qui est clairement pas du niveau de ce qu'on a dans notre répertoire. Donc, on essaie de l'exalter, de le faire et de la faire connaître. L'inverse justement de ce mondialisme d'un Macron qui explique qu'il n'y a pas de culture française. Au-delà de ça, il ne le signifie pas uniquement du fait de la France, mais aussi pour le reste de l'Europe. Et il y a aussi cette idée de rapprocher l'Ouest et l'Est européen, c'est ça, qui a été longtemps coupé, évidemment, qui a été coupé durant la période de la guerre froide. Exactement, dans le monde multipolaire qui est en train de naître, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est un fait géopolitique avéré. Les Européens ont tout intérêt à mieux travailler ensemble. Si vous voulez, l'analyse est assez simple. On a des très grandes puissances, des pays avec plus d'1 milliard d'habitants, la Chine, l'Inde, qui ont fait les investissements qu'il fallait en temps voulu dans la recherche et développement, dans l'ingénierie, qui se sont projetés sur le temps long et qui sont en train de devenir vraiment des puissances technologiques et économiques. Nous restons un pays d'un peu moins de 70 millions d'habitants. On a quand même des atouts, on reste la France, même si on vit beaucoup sur nos lauriers. Comment est-ce qu'on fait pour sortir notre épingle du jeu dans ce monde multipolaire? Parce que des petits pays auront vocation à être ralliés à des empires, ralliés de gré ou de force. Hein. Donc, comment est-ce qu'on fait? Et moi, mon opinion, enfin, dans le sein de l'Ouest-Est, on pense qu'il y a la possibilité de faire des alliances intelligentes, comme on a su le faire dans le passé. Et ça veut pas pour garder notre souveraineté, pour être indépendant. Et le continent européen paraît le lieu de prédilection. On a des pays qui sont de la même culture helléno-chrétienne que nous. On sait travailler ensemble. On a un espace continental qui va de l'Atlantique au Pacifique. Et dans un monde où l'Asie va devenir clairement le centre de la Terre dans les années à venir, si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, l'Afrique avec une démographie galopante, eh bien, c'est intéressant pour nous de savoir mieux travailler entre Européens, mais pas de la manière que nous avons aujourd'hui, pas de manière supranationale. Et c'est pour ça qu'on pense que notamment le travail de l'intelligence serait d'un rapprochement avec la Russie qui dispose de ressources naturelles indispensables à faire fonctionner l'économie moderne, un rapprochement avec la Chine ou un travail plus intelligent avec la Chine, parce que c'est clair qu'en termes de recherche et développement et d'investissement, ils ont pris une longueur d'avance sur nous. Ils ont fait, là, il y a quelques générations, ce que nous avions fait après la Deuxième Guerre mondiale, et malheureusement, on l'a abandonné, et travailler plus intelligemment avec l'Asie, avec l'Afrique, en cherchant les intérêts, d'abord à défendre nos propres intérêts, sans pour autant chercher la guerre, sans pour autant chercher à écraser nos voisins, est quelque chose de tout à fait faisable. Et c'est la vocation de la France. C'est la vocation de la France. Et donc, avec les atouts que nous avons, la deuxième superficie maritime mondiale, on a quand même, on maîtrise l'énergie nucléaire et on dispose quand même de l'arme atomique. Donc, on peut faire entendre notre voix, mais de manière intelligente. Et ça, c'est ce qu'on voudrait faire mieux avec d'autres pays européens et du pourtour méditerranéen. L'idée, c'est de bien s'entendre avec ses voisins. Et ça, c'est tout à fait possible. Et la France a su le faire dans le passé. Mais... De Gaulle l'avait dit, quand De Gaulle parle. Moi, je suis plutôt pour l'Europe qui va de l'Atlantique au Pacifique, pour plein de raisons. Mais De Gaulle parlait de l'Europe qui allait de l'Atlantique à l'Oral. C'est exactement le même projet. Hein. Donc, je ne réinvente pas l'eau chaude. Et à cette époque-là, la France travaillait sur le projet Calcul, sur une informatique française, sur Airbus, sur le Caravelle, sur le projet atomique notamment. Donc, il y avait une volonté de puissance française dans le concert des nations. Et c'est cette voie-là qu'on doit suivre. C'est la seule voie. Sinon, on va se faire happer par un plus puissant que nous. Et à la fin, donc, quand on dépendra des ressources naturelles et de la technologie d'un pays plus important que nous, eh bien, on continuera à être des vassaux, ce que nous sommes aujourd'hui. Et l'idée, c'est de retrouver notre souveraineté pour essayer de retrouver notre liberté. Tout est lié. Ça n'en prend pas le chemin. Hein.
Non, pas vraiment, pas vraiment, mais on garde l'espoir, on garde Mm. l'espoir. Je pense que c'est important, c'est la seule voie, il n'y a pas d'autre voie, on peut pas faire, il n'y a pas d'accommodement. C'est-à-dire que le chemin que nous prenons est un chemin que nous avons pris tranquillement depuis moi je pense peut-être fin des années 60, début des années 70, en tout cas ça c'est certain, qui est un chemin de dépendance. Donc on dépend de plus en plus d'autres nations pour notre énergie, pour la technologie, même pour la culture aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a été des vassaux, et on l'est encore, hein, malgré la relation entre Trump et Macron, on est encore des vassaux des États-Unis qui continuent de nous espionner, qui continuent à nous damer le pion sur différents marchés, du nucléaire en Pologne, de l'armement en Australie, de l'armement même en Europe. Hein. On a une industrie de l'armement et on laisse les Américains vendre aux Européens. Les Danois, c'est quand même assez incroyable que Trump dit qu'il veut, Groenland au Danemark, et le Danemark, au lieu d'essayer de résister, propose d'acheter des F-35 aux C'est Américains. ça. C'est ça. C'est la relation du maître et de l'esclave. Et donc, il faut sortir de ça parce qu'on est forcément perdant. On va tout perdre dans cette relation. Aucun peuple ne peut survivre à ça. Alors, c'est justement l'objet du livre L'Amérique Empire aux éditions Temporis. Mais il y a aussi cette maltraitance. L'Europe se maltraite elle-même ou elle est influencée en tout cas par certains qui veulent la maltraiter. On pense à l'Empire américain, évidemment, que ce soit au Kosovo, ce qui a amené ce livre aux éditions du Rocher en 2019. Bienvenue au Kosovo, mais pour essayer justement de rapprocher et de voir comment ce qui s'est passé à la fin des années 90, avec entre autres le bombardement de Belgrade, a fragmenté plus encore qu'il ne l'était la région des Balkans. Et puis le chaos ukrainien en 2023, livre toujours de Nicolas Mirkovic, où alors là, c'est vraiment c'est la mort du petit cheval, je dirais, quant à cette Europe, qu'elle soit de l'Atlantique à l'Oural ou en effet de Brest à Vladivostok, de l'Atlantique au Pacifique. Et là, il y a une herse, comme le dit souvent notre ami Laurent Arthur Duplessis, qui a été placée par cet empire américain, à l'époque néoconservateur, démocrate, entre ces deux Europes, et puis sur le continent, par rapport au continent eurasiatique. Bien sûr, parce que il est évident que l'Europe aujourd'hui a besoin de partenaires stratégiques dans le domaine des ressources naturelles, parce qu'on a besoin d'un certain nombre de ressources pour faire fonctionner une économie, à commencer par du gaz, du pétrole. On a du nucléaire, mais on s'est assis dessus. On préfère mettre en place des éoliennes qu'on achète aux Chinois. Mais enfin, c'est encore un autre sujet. Si on veut garder notre souveraineté, il y a des domaines de l'économie, de la société, où on doit être indépendant. C'est-à-dire qu'à aucun moment, est-ce qu'on peut subir la pression d'une nation tierce qui nous dirait, attention, on ne va plus vous nourrir, on ne va plus vous envoyer des médicaments, on ne va plus vous envoyer des ressources dont vous avez besoin pour faire travailler votre économie, si vous ne prenez pas telle décision géopolitique, si vous ne prenez pas telle décision d'achat. Donc, il y a des éléments, on va dire, fondamentaux dans une société où il faut garder la souveraineté pour ne pas être dépendant d'une autre nation. Et donc, c'est le travail entre des nations européennes et la Russie qui dispose de ces ressources naturelles était tout à fait intelligent. Et à qui est-ce que ça c'était non bénéfique? C'était les États-Unis. Et c'était leur grande crainte, et ça a toujours été leur grande crainte, et c'est pas récent. On a déjà cette vision de Spikeman et de Mackinder, qui sont vraiment des pères de la géopolitique aux États-Unis au début du XXe siècle, où ils se rendent compte que, en gros, le centre du monde, si on voulait dire le centre de gravité mondial, est en Russie. Et c'est pas parce que c'est la Russie, c'est juste parce que c'est autour de la Russie. Si on regarde très bien, vous avez si vous prenez l'Afrique, l'Europe, l'Asie, eh bien, vous avez 75% de la population mondiale, 75% des ressources naturelles connues, et que c'est ici que tout se passe. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que les pays qui sont autour des 75% ne se retrouvent pas pour mieux travailler ensemble, mieux collaborer? Eh bien, vous les divisez. Divide et impera. C'est un peu le slogan des empires. Et c'est ce que les Américains ont toujours cherché à faire, c'est-à-dire éloigner les puissances qui permettraient aux nations européennes d'être indépendante. Parce que si on est indépendant des États-Unis, les États-Unis, si vous regardez justement les cartes de Spikeman et Mackinder, les États-Unis ils représentent eux-mêmes une île. C'est une île loin de l'île monde. Hein. Donc l'île monde, c'est ces trois continents ensemble. L'île monde dans laquelle tout se passe. Et les États-Unis, ça va être un peu plus compliqué
de dominer le reste du monde si eh bien, on s'entend bien entre ces 75% de la population. Donc, ils ont toujours cherché à diviser. C'est la raison de toutes ces guerres, c'est la raison des 700 bases qu'il y a dans le monde. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Or, comme nous avons été vassalisés par les États-Unis et De Gaulle, il faut relire c'était De Gaulle, le père Fitz, tout ce que De Gaulle avait vu pendant même la résistance, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a annoncé ce qui était en train de se passer. Il a dit aux Français, attention, il avait compris ce que les États-Unis voulaient faire de nous. Il n'a cessé de le répéter, on l'a pas écouté. Et malheureusement, même sous De Gaulle, il avait dans sa propre administration des personnes qui étaient stipendiées, manipulées, travaillées par les renseignements américains. Éric Branca parle de Jean Monnet comme comment dire, je ne sais plus quel est le terme exact qu'il emploie, mais du plus grand défenseur des intérêts des États-Unis en Europe. Donc, un agent américain, en tout cas. Un agent américain. Jean Monnet, quand on nous le présente comme le père de l'Europe, c'est le cran d'Europe qui va protéger les nations européennes, qui va avoir un poids dans le monde, qui au contraire est un projet américain. Et les Américains ne veulent surtout pas que les Européens se rapprochent d'une grande puissance qui peut, avec laquelle on pourrait s'entendre sur des ressources naturelles et sur d'autres produits. Donc là, les États-Unis font tout. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette herse en Ukraine, parce qu'à partir du moment où on commençait à se rapprocher, ce qui est dans l'intérêt de tout le continent, eh bien, à partir du moment où il y a cette herse, eh bien, les Américains ont une chasse gardée. Ils gardent le contrôle sur le territoire européen et ils ont beaucoup investi là-dedans. Ça, c'est clair. Le plan Marshall est un plan où même Hoffman, qui était donc le premier administrateur du plan Marshall, dit notre but, c'était de créer, donc c'est le responsable du plan Marshall, notre but est de créer une Europe intégrée. Parce que c'est plus facile pour les Américains d'avoir une Europe avec les mêmes règles, les mêmes normes pour exporter alors à l'époque leurs tracteurs, leurs voitures, aujourd'hui leurs téléphones, leurs serveurs, leurs avions de chasse. C'est plus facile d'avoir un seul marché intégré pour importer des produits américains que d'avoir des sociétés américaines qui doivent négocier avec des lois spécifiques, des règles spécifiques au Danemark, en Suède, en Espagne, au Portugal. Et la dernière chose que voulaient les Américains, c'est donc que l'Europe s'émancipe de la tutelle de Washington pour se rapprocher d'autres nations parce que ce rapprochement aurait été bénéfique aux nations européennes et leur aurait permis à développer leur propre souveraineté. C'est ça le grand jeu c'est ça ce qu'on voit en ce moment. Le grand enjeu mondial pour nous, en Europe en tout cas, c'est ça. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.